Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur une grande reporter vaticaniste, une grande signature de Paris Match. Il s'agit de Caroline Pigozzi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez sillonné la planète pendant 40 ans à la rencontre des grands de ce monde, comme on dit. 30 ans. 30 ans. Non, on peut dire 40 parce qu'il y avait eu 10 ans. Parce qu'il y avait le Figaro Magazine pendant une dizaine d'années. Absolument, je pensais à Paris Match. Et ensuite une trentaine d'années chez Paris Match. Toutes ces interviews sont rassemblées et condensées, vos petits cahiers, comme vous les nommez, dans ce livre « Pourquoi eux ?», qui vient de sortir chez Plon. On l'évoque dans un instant. Mais avant de parler de votre livre et de votre parcours, je me permets de me faire le relais de beaucoup de téléspectateurs de KTO concernant un article récent que vous avez signé dans Paris Match sur Michel Aupetit. Michel Aupetit qui a donc remis sa charge il n'y a pas longtemps au pape François, qu'il a accepté sur des rumeurs de liaison. Or, dans cet article de décembre, vous évoquez en filigrane une nouvelle relation de Monseigneur Aupetit, avec des photos à l'appui. Évidemment, ça interroge. Donc j'aimerais connaître votre sentiment, votre réaction. D'abord, les photos ont été faites pendant que moi j'étais dans l'avion du pape, avec d'ailleurs votre directrice. Non, c'était pas elle, non, c'était enfin avec quelqu'un de chez vous qui a tout filmé. Et on m'a téléphoné en me disant « Écoute, tu fais le papier », mais moi je ne savais pas du tout quelles étaient les photos. J'étais pas raccord, si je puis dire, parce qu'on ne m'a pas montré les photos, on ne me les a pas envoyées parce qu'on se méfiait. Donc moi j'ai fait un papier, une enquête que je connaissais un peu, mais que je n'avais pas sorti la semaine d'avant. J'ai tout mis au conditionnel parce que tout ce que je n'ai pas vérifié 3 fois, je le mets toujours au conditionnel. Il y a des choses que j'avais vérifiées une fois, d'autres 2, d'autres 3. Mais comme je n'avais pas pu tout vérifier 3 fois, du coup, j'ai préféré écrire tout l'article au conditionnel. Alors, quant à l'histoire des photos, vous pouvez imaginer que ça ne m'a pas du tout fait plaisir de devoir faire ce papier avec les photos, parce que moi, j'aime beaucoup Monseigneur Aupetit. Je le connais bien. J'ai même beaucoup ri avec lui, fait un certain nombre de sujets pour Match. Et ça fait partie des choses extrêmement déplaisantes du métier, douloureuses même. Je lui ai écrit et quelquefois c'est incontournable. Si vous voulez, on ne peut pas faire que des choses qu'on aime, mais à choisir, je ne ferai jamais ce genre de papier en effet. Mais bon, j'assume, je suis dans un journal, je suis solidaire de mon journal, mais surtout ce qui est très désagréable, c'est d'écrire un peu à l'aveuglette, parce qu'en fait, je n'avais pas vu les photos. Et vous savez, on m'a dit il y a des photos avec Laetitia Calmel, mais enfin, j'en savais pas plus. Bon, évoquons à présent le livre qui est juste à côté de vous, édité donc chez Plon. Pourquoi où il y a une interview enthousiasmante d'ailleurs de Monseigneur Aupetit. Absolument. On va en parler, on va parler d'autres personnalités du Vatican que vous croisez. Vous avez croisé énormément de têtes couronnées, de présidents de la République, de chefs d'entreprise, de stars, Brigitte Bardot notamment. Vous démarrez avec Brigitte Bardot. Pourquoi eux ? On s'en doute, ils ont fait notre époque, c'est d'ailleurs le sous-titre. Pourquoi eux aussi qu'est-ce qui est le trait commun de toutes ces personnalités ? Pourquoi ce destin extraordinaire pour ces personnalités-là ? La passion. Ce sont tous des êtres passionnés qui ont les yeux qui brillent, finalement, quand on les interroge. Et j'aurais pu... Le problème, ça a été la sélection, parce qu'en fait, j'en ai 2 fois plus. J'aurais pu faire 2 livres. Mon éditeur m'a dit, vous ne faites quand même pas un dictionnaire, donc vous allez vous restreindre. Il a été très gentil, parce que c'est quand même... C'est pratiquement la taille d'un dictionnaire. Voilà. Une centaine de personnalités, à peu près. Oui, 82. Ouais. Mais j'ai pris ceux que je trouvais qui étaient le plus passionnés par ce qu'ils faisaient. Voilà. C'était vraiment la lumière dans les yeux. C'est ça qui m'a guidée. Alors, laquelle de ces personnalités vous a le plus marqué ? Écoutez, on en sent quelques-unes, enfin notamment non, mais je vais vous le dire, c'est pas parce que je suis entre vos murs, mais j'ai été éblouie par le cardinal Lustiger, par exemple, parce que je trouvais qu'il était à la fois d'une intelligence extraordinaire, il était sévère, mais en même temps, il y avait une originalité, une lumière dans les yeux, une passion dès qu'il parlait de quelque chose. C'était toujours passionnel. Quand il attrapait les journalistes, c'était aussi sévère. Et j'étais très impressionnée par ce personnage, et j'étais tellement impressionnée que quand j'écrivais sur lui, j'avais très peu de recul. J'étais au premier degré parce que j'étais éblouie par lui. Il y a eu lui. J'ai aussi été très émue et impressionnée
par Geneviève de Gaulle-Antonios, tout à fait un autre genre, mais une petite dame Grande très résistante. menue, très humble, qui racontait des choses extraordinaires. Mais pas du tout sur elle ni ce qu'elle avait fait, mais sur la vie et la façon poétique et tellement jolie et émouvante dont elle parlait du général de Gaulle, en étant sa nièce, mais en se mettant jamais en première position. On en parlait comme d'un écureuil qu'il aurait observé du fond du bois, vous voyez, il n'était pas du tout... Et puis, oui, il y a des personnages, il y avait Brigitte Bardot, c'est pour ça qu'elle a commencé, parce que Brigitte Bardot aime les animaux, et on parlait le langage des animaux, parce que moi j'aime aussi beaucoup les animaux. Et il y a beaucoup de personnes, il y a les personnes avec qui on rit, c'est très important aussi. Alors lesquels? Jacques Chirac, on a beaucoup ri, parce que il était évidemment quelqu'un de très sérieux, mais aussi quelqu'un avec qui on pouvait beaucoup rire. Valéry Giscard d'Estaing? Oui, Valéry Giscard d'Estaing avait beaucoup d'humour. Il était tout à fait au deuxième degré, toujours d'une grande précision. Donc on n'avait pas intérêt à dire une bêtise, mais en même temps il était très, très gentil quand on l'interviewait. Et il avait cette qualité, il se mettait à la portée des gens qui étaient en face de lui. C'était un de ses talents. Et moi, une des choses qui m'avait le plus impressionné, je l'avais suivi à ce moment-là, c'est quand il a été battu au présidentiel en 81 et qu'il a recommencé comme conseiller général. Et j'étais allé le suivre donc en Auvergne et je trouvais quand même ça voulait dire un certain panache et l'humilité d'être capable de repartir presque au point zéro. Quand le téléphone ne sonne plus. Ça m'avait beaucoup impressionné. Parmi quelques absents, ah oui, et puis dans les personnages, il y avait aussi Charles Schulz, le dessinateur de Snoopy. Ça, on voit une grande photo de vous avec un Snoopy géant. Oui, mais pour moi, c'est mon héros. Il y a beaucoup de photos aussi. Hein, j'étais allée le voir quand j'étais à l'école de journalisme aux États-Unis. Oui. Et ça avait été mon devoir, mon mémoire de fin d'études. Et j'aimais tellement Snoopy que j'ai même une montre Snoopy. Que vous, oui. Qui date de l'époque? Quand même pas. Non, j'en ai une qui date de l'époque, je ne l'ai pas mise aujourd'hui, j'en ai une aussi. Et j'étais fascinée par ce chien qui dormait au-dessus de sa niche. Vous aimez beaucoup les chiens? J'aime les chiens, mais le mien ne dort pas au-dessus de la niche. Vous en avez un chien gâté. 4, je crois. Comment? Vous en avez 4. Un à Paris et 3 oui, et ce qui est formidable quand on écrit, c'est que mon chien, qui est un teckel, qui est un peu trop long pour un teckel, je le mets je travaille sur la table de la cuisine et je mets le chien sur la table et un chien, ça dort que d'une oreille, donc il se gratte, il bouge, et ce qui fait qu'il vous empêche, vous voyez, vous ne pouvez jamais vous assoupir parce que vous avez toujours le chien qui fait quelque chose et donc c'est formidable quand on écrit, c'est une vitamine magnifique. C'est un beau stimuli. Je rebondis sur les présidents. Donc, on a parlé de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac. On croise entre vos lignes, évidemment, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Peu Nicolas Sarkozy. Mais justement, peu. Alors, moi, je pense qu'ils font partie des absents et aussi Emmanuel Macron, finalement. Non, Emmanuel Macron, il ne fait pas du tout partie des absents. Il y a surtout Brigitte Macron. Il y a Brigitte Macron. Oui. Il y a effectivement la Providence, les Jésuites, toute sa scolarité qui est évoquée. Oui, parce que ce qui était... le parcours, le cheminement qui est intéressant. Et si vous regardez, il y a une interview d'un jésuite qui s'appelle le Père Evé, qui explique de façon très subtile comment on amène les élèves, on leur apprend, on leur montre ce qu'est le pouvoir, notamment à travers le théâtre. Et c'est vrai pour le général de Gaulle, c'est vrai pour Emmanuel Macron. Oui, mais justement, Nicolas Sarkozy, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une interview plus fouillée? Pour une raison simple, c'est que je ne suis pas journaliste politique, je suis grand reporter, donc il y a beaucoup de gens au journal qui voulaient suivre Nicolas Sarkozy. On ne se bat pas, vous voyez, on a des complicités amicales. Moi, je n'étais pas particulièrement attirée. J'ai suivi beaucoup d'hommes politiques. J'ai commencé, quand j'étais au Figaro Magazine, j'ai suivi François Mitterrand, pas mal. D'ailleurs, je raconte cette chose qui m'avait beaucoup impressionnée. Là, j'étais déjà à Paris Match, mais quand il est parti et que j'étais avec l'association de la presse présidentielle au cocktail de l'association de la presse présidentielle, toujours pour des histoires de chiens, j'en reviens à ça, le président vient vers moi, il me dit, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous avez quelque chose à me demander? Alors, je lui dis, oui, monsieur le président, il partait, hein, il quittait l'Élysée quelques mois après, enfin, il ne se représentait pas, et je lui dis, oui, monsieur le président, on était le tout début, donc 95. Et il me dit quoi? Il pensait que j'allais lui demander, je ne sais pas quoi, une faveur. Je lui dis, je voudrais absolument voir votre bouvier bernois.
Je l'ai vu en photo dans les journaux, je le trouve magnifique. Et c'est le chien que lui avait donné le président de la Confédération helvétique. Et il a appelé un garde républicain, il a ouvert la fenêtre, il a appelé le chien qui est arrivé, magnifique, qui est arrivé en courant. Et il m'a dit, vous voyez, c'est encore le dernier qui m'obéit. Et j'en avais les larmes aux yeux. Et il a dit ça avec recul, intelligence et une certaine dureté en regardant autour de lui s'il y a des gens qui le regardaient. J'avais été très impressionnée. Finalement, vous aviez peut-être une plus grande proximité avec des présidents qui avaient des chiens et qui aimaient leurs chiens. Mais tous les présidents ont eu des chiens. Ils ont tous des chiens. Mais vous savez, le Labrador est devenu le chien présidentiel. Mais Nicolas Sarkozy, peut-être, moi, c'est pour ça que je reviens. Oui, mais ça, voilà, c'est pour ça que je suis très peu suivi. Mais alors, je vais vous dire, Valéry Giscard d'Estaing. Mais il n'y a pas d'interview non plus en face à face vraiment avec Emmanuel Macron ni François Hollande. C'est ça que je veux dire. Non, alors qu'on retrouve vraiment une complicité, pratiquement, dans vos interviews avec Jacques Chirac, effectivement, avec Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais je les connaissais très bien. Voilà. Mon père connaissait bien Valéry Giscard d'Estaing. Les Chirac m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse quand je suis devenue journaliste, parce que Bernadette connaissait ma famille. Donc c'est aussi pour ça, parce que, bon, à Match, on va vers les gens vers lesquels on a des affinités aussi. Parce qu'on est un journal un peu légitimiste, enfin, vous voyez, on n'est pas des combattants. Et donc, c'est pour ça que ça s'est trouvé de cette manière, en fait. Alors, on parle de Jacques Chirac, il y a aussi une affection, une admiration incroyable pour le général de Gaulle. Oui. Et toute sa famille, et tous les résistants. Mais dans mon livre, vous l'aimez. Oui, bien sûr. Mais oui, mais ça, c'est autre chose. Les compagnons de la Libération, c'est autre chose. C'est que moi, j'ai perdu mon père jeune, et il y a un compagnon de la Libération qui s'appelait Michel Maurice Bokanowski, qui était un grand ami de mon père, qui s'est beaucoup occupé de moi, et lui et sa femme se sont beaucoup occupés de moi. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps chez eux, beaucoup de vacances, surtout beaucoup de week-ends. Ils m'ont d'ailleurs aidé à préparer mon bac, parce que j'étais très mauvaise en philo, ça ne m'intéressait pas du tout. Madame Bokanowski me donnait des cours de philo. Et ils défilaient chez eux beaucoup de compagnons de la Libération, qui étaient des gens très joyeux, très amusants, qui riaient beaucoup. Et donc, j'étais impressionnée, je les ai connus... petites filles, si je puis dire, ou jeunes filles, et c'est aussi pour ça qu'ils sont dans le livre. Emmanuel Macron a évoqué hier Hubert Germain, qui apparaît aussi dans votre Oui, mais j'ai été la dernière à l'interviewer, Hubert Germain. J'ai fait sa dernière interview, absolument. Résistant. Parlons du Vatican, vous êtes une vaticaniste, des papes. Oui. Là aussi, parmi... Vous en avez côtoyé 3. Oui, mais alors là... aussi, affection particulière, d'après ce que j'ai pu lire, pour Jean-Paul II. Oui, mais alors là, c'est une jolie histoire. J'étais pensionnaire, j'ai terminé mes études, mes 2 dernières années, j'étais pensionnaire chez les Dominicaines à Rome. On avait un père qui était un des professeurs d'éducation religieuse, notamment, un peu poussé, qui s'appelait le père Poupard. Bon. Moi, le dimanche, comme j'étais pensionnaire, que ma famille habitait en France, j'allais voir le père Poupard et je lui faisais des notes de lecture. Bon, 2 livres tout à fait secondaires, l'histoire des asperges en 12 leçons, enfin, des choses qui n'entraient pas, vous voyez, et qui n'étaient pas très importantes. Et donc, le père Poupard, le dimanche, j'allais lui rapporter mes notes de lecture et il recevait des coups de téléphone le dimanche matin du Vatican. Donc, comme j'étais à peu près bien élevée, je disais, mon père voulait que je sorte, et non, vous pouvez rester. Et je l'entendais parler avec des gens du Vatican, donc un vocabulaire particulier. C'est comme les enfants de médecins entendent à table parler de médecine. Et déjà... Un jargon. Un jargon auquel je m'acclimatais. Et puis, une fois par an, donc 2 années de suite, l'école, qui était l'école française des Dominicaines à Rome, était reçue chez le pape, c'est-à-dire Paul VI. On était reçus, enfin, on était une centaine d'élèves, et on était reçus à une audience et j'étais fascinée, je trouvais ça extraordinaire. Après ça, j'ai fait des études et j'allais avec ma mère qui était très croyante et qui était fascinée par le pape Jean-Paul II. On allait place Saint-Pierre, on se faisait bénir place Saint-Pierre. Et je disais un jour, je ne serais pas la jeune journaliste qui se fait bénir ici, je serais en haut. C'est moi qui serais la journaliste là-haut, je serais la première femme là-haut à l'appartement. Vous savez, quand ça devient obsessionnel, on cherche un fil et puis un jour on y arrive. Et ça marche. Et on y arrive. Ça prend du temps, on y arrive. Mais j'y suis arrivée et puis c'est comme en amour, une fois qu'on entre, il ne faut jamais lâcher. Il faut rester, il faut occuper le terrain. À l'époque, il y avait très peu de femmes. C'est ça le truc, il n'y avait pratiquement pas de femmes au Vatican, pratiquement pas de femmes journalistes. Ça, j'ai été une des premières. Et il faut dire que j'ai eu aussi beaucoup de chance, c'est que le pape Jean-Paul II lisait Paris Match sous le manteau en Pologne, et Monseigneur Diwicz aussi, ils aimaient Paris Match. Donc quand je suis arrivée,
je représentais Paris Match et j'ai bénéficié de cette chance-là. Ça leur a beaucoup plu. Mon Stjordjevic, tout de suite, m'a aidé. Il se trouve que j'étais en classe avec les 2 filles qui s'appelaient les sœurs Habicht, dont la mère était une grande amie, Charlotte de Habicht, du pape Jean-Paul II. Et vous savez bien, dans l'Église, il faut être situé, parce qu'autrement, on n'a pas confiance. Et donc, je suis entrée avec la chance d'un pape qui aimait la photo, et on a fait des choses formidables grâce à ça. Caroline Pigaudy, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. Je vais m'éclipser, je vais vous laisser seule, et je vais vous proposer 4 mots, à vous de nous les éclairer. À tout de suite. Pas de problème. Alors, Caroline Pigaudy, le premier mot que je vous propose est Simca. Oui, ça évoque évidemment des souvenirs familiaux. Ça évoque Monsieur Simca. Monsieur Simca, ça évoque une certaine fierté parce que mon père a fait l'une des 2 voitures officielles du général de Gaulle, la présidence. Et je dois dire que ça me fait très plaisir. Et par ailleurs, quand je vois une Simca dans Paris, même si ce n'est pas une présidence, parce qu'on en voit peu, je suis toujours émue. Je trouve ça toujours formidable. Et moi-même, j'ai pas mal de Simca. J'ai un mini-musée Simca. Et le soir, quand je rentre des nuits de bouclage le lundi, extrêmement énervée parce que je reprends mes papiers 8 fois, 9 fois, 10 fois. Je suis la terreur de la rédaction. Pour ça, je reprends chaque virgule. Je vais m'asseoir dans mon micro-musée Simca. Et c'est un lieu complètement apaisant. Et je regarde mes petites voitures, je les nettoie, je les change de place. Et c'est un grand bonheur. Des Simca miniatures, donc. Des Simca miniatures, non, j'en ai des grandes. J'en ai 9 vraies. Et des miniatures, des Dinky Toys, des Norev, de plein de marques et de plusieurs tailles. Et je suis comme les enfants, je retombe en enfance, je joue avec. Et ça me... Vous voyez, j'ai jamais pris un médicament de ma vie, touchons du bois, et pas de calmant pour rien, mais quand je suis vraiment anxieuse, c'est ce qui me calme. Ce retour à l'enfance et ce retour à votre père, quelle était votre relation? Ce retour à un cocon familial, j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans, donc voilà, c'est comme une sorte de protection. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me protège. Et j'aime prononcer le mot Simca, j'ai même appelé un de mes chiens Simca. Et c'est un des chiens qui était toujours à mes pieds quand j'ai écrit mon livre. Et je suis heureuse quand je prononce son nom. C'est complètement fétichiste, hein, ça n'intéresse personne, mais c'est une réalité. Henri Théodore Pigaudy, un Turinois, votre papa? Oui, mon père était turinois. Et mon père disait toujours une chose, il disait que quand on rencontrait des religieuses ou un prêtre dans un restaurant, dans un café, il fallait lui offrir son repas parce que voilà, c'était comme ça, c'était participer discrètement à sa vie et évidemment pas le dire, aller voir le restaurateur, aller voir le cafetier, lui offrir, mais en silence. Et on habitait Neuilly et mon père entretenait toujours la Simca du curé de Neuilly, de Saint-Pierre de Neuilly, et il le recevait à déjeuner assez souvent. Et pour lui, c'était important. Je pense que, alors, est-ce qu'il était très religieux ou plus fétichiste que religieux, j'en sais rien, mais c'est une chose importante. C'était un sujet sérieux pour lui, la religion. Il pratiquait beaucoup? Pratiquait, n'exagérons rien. Il allait à la messe le dimanche. Il voulait qu'on avait une instruction religieuse sévère, nous. Et évidemment, comme tout le monde, il allait aux enterrements et aux mariages. Mais enfin, disons que c'était un vrai sujet. Ce n'était pas une chose qu'on prenait à la légère. Après ça, ce n'était pas une grenouille de bénitier, ma mère non plus. Mais enfin, la religion était une chose qui existait, évidemment qui était très liée à la morale. Et on ne riait pas avec ces sujets-là. Et on était dans des écoles catholiques, bien sûr. Je lisais votre père italien, donc un grand industriel, le patron de ce fleuron automobile franco-italien, Société industrielle de mécanique et carrosserie automobile, le sigle Simca. Est-ce que vous parliez italien en famille? Alors, quand il
il y avait 2 cas où on se faisait engueuler en italien, parce que les mots les plus durs lui venaient en italien quand on avait de mauvaises notes, où on se faisait féliciter en italien. Le reste du temps, il parlait français. Mais les grosses engueulades, c'était toujours en italien. Et puis, je vous dis, les félicitations aussi. C'était les 2 extrêmes. Autrement, il parlait français avec nous. Donc la rationalité, le cartésianisme français et la passion italienne. Absolument. Et il aimait être entouré quand même d'Italiens. Il avait des vieux copains italiens. Il avait... oui, il était resté très italien dans son cœur, absolument. D'ailleurs, il est resté en France une grande partie de sa vie, mais il ne s'est jamais fait nationaliser français. Il était profondément, non seulement italien, mais piémontais. Et je dois dire que ça m'a servi quand j'ai voulu interviewer le pape, parce que quand le pape, un jour, m'a téléphoné, parce que je lui avais demandé une interview, je lui ai dit « Maître Saint-Père, vous allez me la donner, cette interview ?» Il m'a dit « Vedremo ». Et je lui ai dit « Écoutez, Vedremo », donc ça veut dire « on verra ». Et je dis « Mon père, quand il n'était pas sûr de faire quelque chose, comme il était piémontais, il disait « Vedremo ». Alors le pape m'a dit « Et ça se terminait comment ?» Je disais souvent de façon positive, mais enfin ça prenait du temps. Il a dit « Vous avez tout compris ». Quelques mois après, il m'a donné une interview. Ça se passait au mois d'août et j'ai eu l'interview début octobre de cette année-là, bien sûr. C'est bien de connaître parfaitement les langues, la langue paternelle. Et du côté de votre maman? Ma mère était à moitié russe. Malheureusement, elle ne nous parlait pas russe. Donc, je n'ai pas appris le russe, mais elle avait une joie de vivre, une gaieté. Elle était assez slave dans son cœur. Et elle avait une fantaisie, je pense, qu'ont les Slaves. Et si vous voulez, ça m'a permis de voyager dans ma tête, dans plein de pays déjà. Et évidemment, je me sens très française parce que j'ai été élevée en France. Je dois dire que notamment et surtout grâce aux papes, aux divers papes, j'ai fait le tour du monde. Et je me sens, dès que j'arrive dans un pays, je suis heureuse, enfin je veux dire, je m'adapte assez facilement. C'est pas que j'ai absolument besoin de l'image de la France, du steak frites. Je pense que je suis assez adaptable aussi par cette éducation plutôt internationale de parents qui étaient ouverts sur le monde extérieur, qui aimaient la France, qui respectaient la France beaucoup, qui étaient très heureux d'être en France, qui ont toujours dit que la France était un pays qui accueillait les étrangers. Donc j'ai un regard sur les migrants très ouvert. Et ils étaient très reconnaissants à la France de les avoir accueillis. Et ils disaient qu'il fallait s'adapter à tout. Et je pense que ça a été un grand cadeau de la vie qu'on me parle comme ça. Je vous propose mon deuxième mot, c'est palais. Ah oui, les palais présidentiels, j'en ai beaucoup vu. J'admets que ça m'a beaucoup ébloui. Je dois dire que, bon, quand le palais du Vatican, je trouve ça un endroit absolument éblouissant. Autant je trouve l'Élysée amusant à regarder, impressionnant, mais pas tellement joli. Mais les palais du Vatican, c'est un émerveillement. Et j'avoue que quand je suis invitée dans un palais, ça me fait très plaisir. Et que quand j'étais invitée à l'Élysée pour le dîner de la reine d'Angleterre, de voir quand même la reine se promener avec sa couronne sur la tête, c'est extraordinaire parce qu'on ne voit plus ça qu'au cinéma. Et j'étais totalement émerveillée. C'est comme un enfant regardant un dessin animé de Walt Disney quand il a 5 ans. Alors moi, j'ai aimé Les 101 Dalmatiens, toujours pour les mêmes raisons, parce que j'aime les chiens. Et voir la reine d'Angleterre avec sa couronne sur la tête, ça a été aussi un éblouissement. Je trouve ça extraordinaire. On est dans un autre monde et en même temps, vous dites, on est au XXIe siècle. Et quand la reine d'Angleterre était venue à Paris par des complicités amicales de Michel Elio-Marie, j'étais dans une des voitures de suite de la reine d'Angleterre. Et donc, je suivais tout son déplacement. Et j'étais émerveillée, j'étais comme Bernadette Soubirous dans la grotte. Je trouvais ça formidable. J'en ai fait profiter d'abord Paris Match, bien sûr, mais je me suis fait balancer au bout de 2 jours. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu, quelqu'un du Quai d'Orsay qui a dit « Mais ça, c'est pas du tout une fliquette, c'est une journaliste
on l'a démasqué. Ils ont téléphoné à l'Élysée en disant que c'était scandaleux. L'Élysée a téléphoné à Paris Match, où le directeur du journal, évidemment très solidaire de ses équipes, a dit, écoutez, elle n'a fait que son métier, restons-en là. Il m'a dit, bon, maintenant, tu n'as pas déconné, mais il vaut mieux revenir, on t'a repéré. Mais c'était évidemment très, très, très amusant. Et j'assume, j'aime les palais. Élisabeth II, est-ce la souveraine qui vous a le plus impressionné, finalement? Oui, bien sûr. D'abord parce qu'on est né avec elle, parce qu'elle nous a bercés sous toutes les latitudes. Et puis, elle est souriante, et puis elle a un port de tête magnifique, et puis elle a cette chose extraordinaire quand elle voit les gens. Quand j'étais au dîner à l'Élysée, on a l'impression qu'elle vous parle, comme le pape Jean-Paul II d'ailleurs, sans regarder au-dessus de votre tête. Elle a un tel professionnalisme, un tel métier, que chaque personne à qui elle parle, on a l'impression qu'elle s'intéresse à vous. Et quand c'est la reine d'Angleterre, c'est assez grisant, et quand c'est le pape Jean-Paul II aussi, d'ailleurs, c'est pareil. C'est leur souveraineté. C'est vrai que ce palais du Vatican est difficile à cerner. Ça reste la maison des secrets. Oui, mais vous savez, il y a des choses très amusantes. Je me souviens d'un jour où j'étais avec le photographe de match, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui on avait une grande complicité dans le travail, qui était Jean-Claude Deutsch, et on suivait le pape Benoît XVI, et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Qu'il y avait les interrupteurs, et il y avait des couronnes fermées dessus. Alors, je dis ça au photographe, je trouvais ça quand même assez amusant comme détail. Et lui n'avait évidemment pas de téléobjectif, parce qu'on ne peut pas photographier un pape dans le palais avec un téléobjectif. On était en lumière naturelle, donc même, il n'y avait même pas de flash. Et il disait, oui, mais ça, il faut que je sois tout près. Donc c'est moi qui suis une détestable technicienne qui écrit mes livres à la gomme et au crayon, qui ne sert même pas d'un ordinateur, qui ai fait les photos avec mon portable. Ça a été un miracle parce que mon portable, pour une fois, je n'ai pas bougé, les photos étaient correctes, mais ça fait partie des détails très amusants dans le palais pontifical, les armoiries un peu partout. Ça, j'avais trouvé que c'était très amusant de voir qu'on pouvait allumer la lumière et que juste à côté, il y avait la couronne fermée. C'était un détail vraiment particulier. Est-ce qu'il y a d'autres secrets que vous n'avez jamais dévoilés, finalement? Ah ben, il y en a plein, parce que j'ai encore un cahier. Ah, un scoop pour KTO? Je ne sais pas, parce qu'il faut... Mais si vous voulez, il y a toujours des choses. Il y a la chose, quand il y avait eu un moment vraiment très, très amusant, qui était avec le pape Jean... D'abord, il y avait une chose très drôle, le pape Jean-Paul II, quand il recevait des personnalités officielles, et on a beaucoup été à ses côtés avec le photographe de match, parce qu'on photographiait à ce moment-là. Quand il en avait assez, ça je ne l'ai jamais écrit, quand il en avait assez, qu'il avait assez vu les gens, il faut voir que les gens s'approchaient de lui, les personnalités, et essayaient généralement de glisser qu'ils étaient allés dans des écoles catholiques. Bon, très Saint-Père, je suis allé chez les frères des écoles chrétiennes. Ils ne disaient pas trop les jésuites parce qu'ils n'étaient pas sûrs que le pape Jean-Paul II aimait les jésuites. Très Saint-Père, je suis allé chez les sœurs de Très Saint. Et bon, le pape, ça l'assommait quand on lui raconte ce genre d'histoire. Et au bout de quelques instants ou quelques minutes, il disait « Buon soggiorno a Roma ». En gros, ça voulait dire casse-toi, j'en ai assez entendu, dit de façon très polie. Et nous, dans ce domaine, avec le photographe, on a entendu des choses très amusantes ou des commentaires que lui et Monseigneur Divic, son secrétaire particulier, se faisaient moitié en italien, moitié en polonais, mais dont on comprenait à peu près ce qu'ils étaient en train de se raconter. Et un jour, le pape Jean-Paul II avait reçu la reine Sirikit de Thaïlande. Et il avait sans doute en tête ces photos extraordinaires où on la voyait. Elle était venue, je crois, une vingtaine d'années auparavant. Elle avait été reçue au Vatican. Elle avait l'air d'un petit anagra, d'une porcelaine. Elle était très, très charmante, une très, très, très jolie dame. Et est arrivée là une dame qui était quand même... une grosse dame potelée. Enfin, bon, ça n'avait évidemment rien à voir avec le personnage qui avait été photographié. Et elle faisait un peu peau à tabac. Et à ce moment-là, le pape Jean-Paul II, en italien, dit à Monseigneur Divic, mais ce n'est pas du tout la dame qu'on a vue en photo. Et Monseigneur Divic dit, mais c'était une photo d'il y a
25 ans très Saint-Père. Et vous ne pouvez pas écrire des choses comme ça parce que, bon, vous continuez quand on est vaticaniste, il faut. Mais c'est irrésistible, vous comprenez que c'est beaucoup plus amusant d'écrire ça que de raconter que la Sainte Vierge est toujours vierge, sauf que ça, on ne peut pas l'écrire. C'est des à côté qu'on garde dans le cahier qu'on publiera jamais en réalité. Et dont vous parlez un peu Oui, je parle un aujourd'hui. peu aujourd'hui. Les choses ont dû un petit peu changer avec le pape François, le jésuite. Ben, c'est-à-dire que le pape François est beaucoup plus cash, il dit des choses et en même temps, c'est pas facile parce que si vous voulez, non, moi je crois une chose dans ce métier, j'ai toujours appliqué, c'est qu'il faut être capable de laisser tomber les scoops. Il faut se dire que c'est formidable les scoops, mais qu'on fait une course de fond et pas un 100 mètres. Et dans la douleur, il faut être capable de poser son stylo, de voir beaucoup de choses. Ça vous aide psychologiquement à comprendre, d'observer des tas de choses comme ça. En plus, à match, on est très sur le terrain, donc on observe. Bon, après ça, on les met sur la page de gauche du cahier. On sait qu'on ne les publiera pas, mais néanmoins, ça vous éclaire sur certains thèmes. Et j'ai passé mon temps à faire ça, c'est-à-dire qu'il y a les choses qu'on publie, il y a celles qu'on aurait aimé publier. On passe au troisième mot. Cette église, on prolonge un petit peu après les palais, l'église. L'église, il y a des églises qui vous éblouissent, évidemment. Saint-Pierre, un endroit, on ne peut pas, quand on entre dans Saint-Pierre, on ne pourrait jamais sortir tellement c'est un endroit éblouissant, grandiose, magnifique. Bon, quand Notre-Dame a brûlé, par ailleurs, cathédrale, bon, moi j'étais évidemment, pas évidemment, mais j'étais en larmes. Je me disais, Paris, c'est comme le lion, cette cathédrale qui brûle, c'est comme le lion, finalement, qui perd sa crinière, c'est affreux. Et puis, il y avait une petite église que j'aime beaucoup, à l'ombre de laquelle j'ai écrit pratiquement tous mes livres, qui est au Cap d'Antibes, qui est la chapelle des Marins, qui est un tout petit endroit, merveilleux, avec une lumière magnifique. Et quand on entre dans cette petite église, où il y a plein d'ex-voto, pour moi c'est aussi beau que Notre-Dame et c'est aussi grandiose que Saint-Pierre de Rome. Ce sont des endroits, c'est un endroit merveilleux. Par ailleurs, je me forçais beaucoup quand j'étais pensionnaire. Il y avait une église, l'église des religieuses, l'église des dominicaines qui avait été construite dans les années 60, qui était absolument affreuse. Et à l'époque, je la trouvais affreuse. J'y suis retournée. C'est Notre-Dame de toute grâce, ça s'appelait. Et je me disais, mais comment on a pu construire quelque chose d'aussi laid? On s'y sentait pas mal parce qu'on faisait partie de la chorale, on chantait ensemble, on était toutes des pensionnaires. La première génération des pensionnaires de l'après-guerre, un peu les filles de bonne famille, avec des familles à problème, où un des deux parents était mort, où des enfants étaient divorcés, les parents étaient divorcés, enfin. Mais on y était très mal dans cette église. Et je sais pas, l'esthétique, elle était une église très froide, et au fond, le secret des églises, quelle que soit leur taille, quelle que soit la situation, je pense il y a une grande différence entre les églises chaleureuses, où on se sent bien, et celle-là, c'est un très mauvais souvenir. Et pourtant, j'ai de bons souvenirs de cette école. Vous fréquentez encore beaucoup les églises ? Je vais à la messe, je suis une très mauvaise chrétienne, parce que je vais à la messe quand, c'est pas que j'y aille tous les dimanches, c'est quand tout à coup ça m'inspire et que j'ai envie d'y aller. C'est une chose importante pour moi, la religion, les églises aussi, le respect quand on entre dans une église. Donc j'y vais quand j'en ressens le besoin et je dois avouer que ce n'est pas tous les dimanches. Mais j'aime bien les églises et dès que j'arrive quelque part, je comprends, Mitterrand disait que l'église était le centre du village et j'ai ce vieux réflexe, quand j'arrive dans un endroit, je regarde où est l'église. Toujours. Je trouve que ça me guide. Après ça ne veut pas dire que j'y entre. Et puis si j'y entre et que je la trouve laide, je suis de très mauvaise humeur. Et l'église dans votre cœur? Et l'église dans mon cœur, je vous dis, c'est cette petite chapelle d'Antibes qui est à laquelle je pense souvent. Et puis il y avait une autre église qui était l'église des Italiens de Paris, qui s'appelait l'église de la Consolation rue Jean Goujon, qui est une très jolie église que j'aimais. Maintenant, c'est plus l'église des Italiens, elle a été reprise, je crois, par le
une communauté plus traditionnaliste, donc je n'y vais pas. Mais c'est une église que je porte dans mon cœur, et quand je vais rue Jean Goujon, comme ça, à chaque fois que je passe devant, je peux le dire, j'ai presque les larmes aux yeux, surtout qu'elle ne soit plus l'église des Italiens de Paris. Il y avait à la fois les grands industriels et les pizzaioles, et pour moi, c'était un endroit merveilleux. C'est l'église, en fait, qui a été construite après l'incendie du bazar de la Charité, au début du 19e, au début du 20e siècle. Quand je disais l'église dans votre cœur, je pensais aussi à cette image de la prière, oui, de la foi. Oui, la prière, je pense qu'on peut prier. Moi, je ne pense pas qu'il faille toujours prier dans une église. Il y a des lieux qui vous inspirent, on peut prier n'importe où, n'importe quand. Et c'est ça ce que je trouve confortable, c'est-à-dire que le dialogue avec Dieu, bon, en théorie c'est dans une église, mais on peut être dans sa voiture, on peut être dans un train, on peut ne pas prier le dimanche. Vous voyez, je trouve qu'il faut avoir un dialogue d'abord avec sa conscience, et quand on le sent, pour qu'il soit vrai, il faut qu'on en ressente le besoin et le moment opportun. Et bon, évidemment qu'il y a des règles, évidemment que ça devrait être le dimanche, mais moi je suis assez contre, parce que je crois que j'ai trop été à des messes imposées, les messes de division quand j'étais à l'école. Du coup, j'ai une liberté, un grand respect, un besoin de prière de temps en temps, mais une liberté d'horaire par rapport à ça. Et puis alors, je le dis, il y a ces messes qui durent un temps fou, souvent avec des prêtres qui font des sermons qui sont assommants, qui ne sont pas toujours inspirés, et ça vous donne... Si on regarde sa montre, c'est foutu. Il faudrait pouvoir entrer dans une église, poser sa montre et se dire que le temps, comme on dit au Vatican, le temps égale Anthomme. Voilà, quand on a envie, on se lève et on peut partir, mais on peut rester plus longtemps aussi. Moi, ça m'arrive souvent quand je suis à Rome, il y a une église que j'aime beaucoup, et très régulièrement, j'y vais. Et ça ne correspond à rien, ni à un horaire précis de la journée, ni... Ça correspond à une inspiration et une aspiration profonde. Tout cela nous amène à notre dernier mot, Dieu, forcément. Oui. Dieu, pour moi, il y a un Dieu. Il se trouve qu'il est catholique, en théorie, oui, mais je suis très interreligieuse. Je pense que ce qui est important, c'est une force supérieure qui nous guide, ou nous protège, ou est à l'origine de la vie, de la vie terrestre. Mais je suis pas... j'aurais très bien pu être protestante, parce que je suis moyennement intéressée par la Sainte Vierge. Et ce qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit une force supérieure. Mais bon, il se trouve c'est le Dieu des catholiques, ou des orthodoxes, mais je trouve qu'on ne peut pas l'enfermer. C'est notre Dieu, mais moi, ce qui m'intéresse dans la religion, c'est le dialogue interreligieux. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, bon, on peut être fier que les catholiques, c'est leur Dieu, mais je vous dis, je pourrais aussi bien être orthodoxe, ou je pourrais être catholique de rite oriental, ça m'irait encore beaucoup mieux. Donc, j'enferme pas Dieu dans notre religion. On le voit d'ailleurs dans votre livre, vous avez rencontré beaucoup de dignitaires religieux différents, orthodoxes, patriarches orthodoxes aussi dans la religion juive. Oui, vous voyez vous me demandiez mon livre, je déteste les gens psychorigides. Je pense que le dialogue, l'ouverture d'esprit, le dialogue, c'est très important. Et moi, une chose qui m'a beaucoup impressionné là, avec le pape Jean-Paul II, la première fois qu'on a voyagé avec lui, et il a dit cette phrase que j'ai trouvée extraordinaire, il dit « Qui suis-je pour juger ?» Quand le pape dit ça, je trouve ça formidable. Et quelle humilité. Et oui, et je trouve que ce qu'il faudrait essayer de faire, ce qu'on ne fait pas du tout tous les jours, d'ailleurs moi la première, et surtout quand j'écris un article,
je trouve qu'une des grandes leçons de la vie, c'est d'essayer d'être tolérant. On ne l'est pas tous les jours, ça dépend comment on se réveille, ça dépend si on est de bonne humeur. Mais je trouve que c'est une des choses contre lesquelles, en tout cas moi, je me bats toujours, avec moi-même déjà, c'est l'intolérance. Je trouve que les gens qui sont très tolérants, ça c'est un cadeau de Dieu, ça c'est un cadeau de la vie, la tolérance, c'est extraordinaire. Et vers lequel il faudrait essayer d'aller parce que ça donne la sérénité et la bonne humeur, je crois. Dans votre livre « Pourquoi eux ?», je n'ai pas croisé d'entretien avec un imam, personnalité de confession musulmane. Si, il y a l'Aga Khan qui parle de façon très intelligente, qui est l'imam de sa communauté. Si, tout à fait. Et en fait, j'aurais voulu interviewer un imam et avec le confinement, je n'ai pas pu le faire parce que je voulais le voir en direct, l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Et le principe du livre, je n'ai interviewé personne par téléphone, jamais, parce que si vous voulez, je suis une journaliste de terrain et je ne crois qu'au terrain. Et j'aurais beaucoup aimé le faire, mais là, j'ai été un peu victime à la fois du confinement. Et après ça, j'étais tellement dans la rédaction du livre et l'écriture, parce que je reprenais tous mes cahiers, que j'y suis pas arrivée. Mais évidemment, c'est une des lacunes du livre, de ne pas avoir fait plus avec les musulmans. J'ai lu dans votre livre toujours que vous avez rédigé cet ouvrage en écoutant un chant religieux, le psaume de la création. Ah oui, tout le temps. J'ai écouté des chants religieux parce que c'est des choses qui calment. Et Pagnus Angelicus aussi, et absolument, c'est-à-dire que je suis sur la table de ma cuisine qui est très grande, la table est très grande, avec mon teckel au bout de la table, parce que ça m'empêche de dormir, parce qu'il bouge tout le temps, et souvent des chants religieux, parce que c'est quelque chose d'extrêmement apaisant, et dans l'écriture, c'est très important d'être apaisé. Donc tout le temps, d'ailleurs, dans ma voiture, j'écoute aussi des chants religieux. Moins pour la religion, parce que je trouve ça très apaisant. Comme ce dernier mot est Dieu, je l'ai lu dans votre livre, vous avez posé une question que posait Bernard Pivot aussi. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise une fois que vous arrivez au ciel ? Que j'ai fait ce que j'ai pu, que j'ai essayé d'être honnête avec les autres et avec moi-même. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais qu'en tout cas, j'aurais essayé. Est-ce que vous appréhendez ce moment ? Est-ce que vous y réfléchissez ? Écoutez, la vérité, c'est que je n'ai aucune sérénité devant la mort. J'ai perdu mes parents jeunes. Mon père était le dernier d'une famille de 4, donc il y avait des sœurs plus âgées. Donc j'ai vu mourir toutes mes tantes. J'ai aucune sérénité devant la mort parce que j'ai vu ma famille en noir. À l'époque, on portait le deuil. Maintenant, ça me frappe toujours. On voit des gens arriver aux enterrements avec des écharpes rouges. Enfin, bon, moi, j'étais élevée, j'ai passé ma jeunesse en noir. Je trouvais ça épouvantable parce qu'il y avait toujours une tante assez proche qui était morte. Et je n'ai, je l'avoue, aucune sérénité devant la mort. Je ne dirais pas que j'ai peur de la souffrance. Néanmoins, j'ai aucune sérénité devant la mort. Vous êtes habillée en noir. Oui, je suis habillée en noir, mais ça, c'est... Oui, maintenant, je m'habille en noir parce que... Non, je vais vous dire, c'est parce que ce soir, je sors dîner chez des amis et comme ça, je suis déjà habillée pour ce soir. Mais c'est plus trivial. Non, et puis attendez, c'est non seulement ça, mais comme ça, on voit moins les rondeurs. Voilà. Absolument. Moi aussi, je suis habillée en noir et je vous rejoins. À tout de suite. Caroline Pigozzi, on arrive à la dernière partie de cette émission. Déjà, comment avez-vous ressenti cette expérience ? Je trouvais ça intéressant. Vous voyez, chaque émission est différente. Et puis, quand on est soi-même journaliste, on est toujours très intéressé par le travail des autres, parce qu'on se pose toujours des questions sur son propre travail. Et ça élargit... Vous voyez, c'est un éventail qu'on déplie et je trouve ça très bien. Ça me montre un aspect du métier que moi, malheureusement, je ne peux pas pratiquer. Un match, on ne peut pas faire ce genre de choses parce que les gens seraient très méfiants. Alors, j'essaye de m'approcher un tout petit peu de ça. C'est-à-dire que moi, quand je travaille, je n'ai pas de magnéto parce que je pense que ça fait peur aux gens et qu'ils se livrent beaucoup moins. Donc, j'écris.
quelquefois, je rate des mots, donc après ça, c'est un puzzle à reconstituer. Mais je pense que pour voir un peu le fonctionnement de l'âme des gens, si on a un magnéto, ils ont l'impression d'être piégés, ils parlent beaucoup moins. Vous avez eu ce sentiment-là? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, mais c'est ce que je trouve très intéressant dans votre démarche, que moi, je ne peux pas toujours appliquer quand je travaille. Justement, comme vous êtes journaliste, d'être à la place de l'interviewé. Comment ? D'être à la place de l'interviewé, vous qui êtes journaliste et à ma place en général. Non, mais je suis très contente contente parce que je trouve qu'on est. Moi, je pense que je suis pas du tout narcissique, donc je fais les choses quand, vous voyez, je me pose pas trop de questions sur moi-même, mais je trouve ça intéressant parce que pour moi, c'est une ouverture d'esprit, c'est une autre façon de travailler. Ça m'intéresse toujours de voir comment les autres travaillent. Je ne pense pas du tout qu'on a la vérité absolue dans sa façon de travailler. À Match, on fait un style de journalisme que j'aime parce que j'ai fait du journalisme de terrain depuis toujours. J'ai fait le tour du monde grâce à mon journal avec une liberté magnifique. Je crois qu'on ne m'a jamais dit non, il faut écrire ça. Ou on me dit c'est ennuyeux, on ne comprend rien à ton truc et je recommence. C'est ça avec l'humilité qu'on doit avoir pour le lecteur. Mais on ne m'a jamais dit il faut que tu parles de ça plutôt que de ça. Je trouve que c'est le luxe extraordinaire de ce journal. C'est une liberté magnifique dans l'écriture. Vous voyez, si on est hors sujet, on vous dit ma vieille, tu es hors sujet. Mais autrement, on ne vous dit jamais ce qu'il faut écrire. Ça ne m'est pas arrivé en 29 ans. Dans vos réponses, on entend que vous êtes journaliste, que vous êtes une grande observatrice de l'extérieur. Est-ce que c'est le cas de l'intérieur? C'est-à-dire, ça s'appelle lumière intérieure. Vous n'avez pas évoqué, par exemple, le sentiment d'être assis sur ce fauteuil avec aucun interlocuteur en face, entendre des mots. Est-ce que vous avez pratiqué la psychanalyse? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je suis pas. Je veux dire. Est-ce que vous êtes une méditative? Non, je suis pas méditative. Voilà. Je suis une active. J'ai jamais pratiqué la psychanalyse. J'ai pas imaginé prendre des rendez-vous pendant des heures pour parler de moi-même. Je suis une active et quand quand j'ai besoin de me soigner, c'est dans l'activité. Bon, d'abord, j'ai 2 filles formidables, mais qui sont grandes maintenant, qui mènent leur vie, Marina et Cosima. Et puis, qui font quoi, vos filles? Qu'est-ce qu'elles font? Oui. Il y en a une qui a fait des études de journalisme et qui maintenant, dans la publicité, une très bonne situation dans la publicité. Et l'autre était gémologue et a fait des études de langue. Elles sont plutôt sympathiques, je trouve, forcément. Et voilà, mais je les vois, elles ont leur vie, donc elles sont grandes. Mais non, moi, ma façon de me soigner, c'est mes amis, mes animaux. C'est important, je vous l'ai dit. Chiens? Chiens, chats, lapins. Mes filles avaient des lapins. Je les ai élevés avec tous les animaux de la terre. J'aurais dit, vous n'aurez pas de grands-parents. Malheureusement, ils ne sont plus là. Je n'ai pas de baguette magique, mais vous aurez tous les animaux que vous voulez. On a vraiment eu on a eu une grande ménagerie. Et puis j'ai encore une chose que j'aime et que je fais le week-end, c'est la brocante. Oui. Tous les week-ends, je vais à la brocante, quoi qu'il arrive. J'achète des petites voitures Simca, je collectionne 36 choses, des portraits de chiens, enfin je collectionne tout. Et combien de voitures avez-vous? Je ne sais pas, 3000. Vous n'avez pas compté? Ah, quand même. Oui. Et donc, je suis une collectionneuse de beaucoup de choses. Et ça rend mes filles furieuses qui disent que quand je serai morte, elles jetteront tout par la fenêtre. Mais je continue à collectionner. C'est ça ma vraie maladie. La collection. La collectionnite aiguë. Vous parliez de vos animaux. On en parlait aussi au début de l'émission. C'est pas pour rien que Brigitte Bardot ouvre donc... votre livre. Oui. Alors pourquoi est-ce que Guy Savoy le referme avec ses recettes de cuisine incroyables? Bon, d'abord, voilà. Non, mais d'abord parce que je suis gourmande, que je passe ma vie à me restreindre parce que je pourrais manger toute la journée. J'aime tout de tous les pays. C'est un vrai drame. Et vous écrivez sur votre table de cuisine d'ailleurs. Oui, mais d'ailleurs d'avoir été élevée en pension, manger des choses infectes, vous voyez, du coup, ça m'a appris à manger des choses infectes, mais j'aime tout de tous les pays. C'est ça le problème. Donc je passe ma vie en fait à me priver. Et Guy Savoy, pourquoi ça? Parce que je trouve qu'il parle de la cuisine bien, que c'est d'abord très très bon chez lui, mais qu'en plus il en parle de façon sympathique. Du coup, je lui ai demandé de faire des recettes pour 4 personnes pour le même prix que le livre. Donc voilà, je trouvais que c'était une idée amusante, il a accepté.
C'est ça qui me plaisait. D'ailleurs, l'éditeur m'a dit, quand j'ai remis mon livre à l'éditeur, il m'a dit la première chose que les gens regardaient chez nous, c'est les recettes de cuisine. Ils n'ont pas regardé si le livre était bon, s'il était intelligent. C'est les recettes de cuisine. Et non, j'adore la cuisine en plus. J'aime moi-même beaucoup faire la cuisine. Et donc ces recettes-là, vous les avez Pas encore. Ah, pas encore testées. Pas encore, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai fini le livre et depuis Match, les voyages du pape et tout, j'ai enchaîné tout de suite sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que le livre, c'est en plus du journal. Et j'ai pas eu le temps, mais je vais les faire pendant les vacances de Noël. Évidemment, je me suis promis de les faire. Et je vous dis, je suis une frustrée. Ma seule frustration, elle est gastronomique. Je pourrais manger toute la journée, donc je fais de l'auto. Vous voyez, je trouve ça très pénible de passer son temps à se priver. Il n'y a pas que le carême, mais c'est toute l'année. Voilà, péché de gourmandise. Vous êtes une gourmande. Ah oui, très. Mais j'aime tout. Et ça se voit aussi par la taille de votre ouvrage. Plus de 800 pages à déguster avec délectation chez Plon. Pourquoi eux? Surtout les grands de ce monde, comme on dit, ceux qui ont fait notre époque. Merci beaucoup, Caroline Pigozzi. Merci à vous derrière vos écrans. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur ktotv.com.